Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal, le premier du mois de février. Eh oui, déjà. Bon, cette semaine, on a pas mal de choses à voir ensemble. Et puis, écoutez, on va pas traîner plus longtemps. Commençons immédiatement. Alors, la dernière fois que je me suis absenté, eh bien, Laura a goûté quelque chose sans moi. Oui, carrément. Elle a trouvé ceci, un produit Apivore qui sont des tranches de chorizo végétal, et je ne les connaissais absolument pas. Voilà. Mais quand je suis rentré, elle m'a dit, écoute, c'est super bon, il faut que tu goûtes, c'est génial. Ok. Donc je vais m'exécuter, on en a acheté, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour moi, la référence à ce jour, ça a toujours été le chorizo végétal de chez Witty que j'adore, même si il n'est pas exempt de reproches potentiels par rapport à du vrai chorizo, ok, il est quand même super bon à mon goût. Et puis, j'ai d'autres références en tête, mais il y a toujours un truc qui va dans un sens, dans un autre. J'ai jamais trouvé le chorizo absolument parfait. Mais est-ce que lui va répondre à la question? Bien, on le voit. Donc on est déjà sur un chorizo qui est en tranches, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas énormément de tranches, c'est assez fin. Enfin, une dizaine de tranches, quoi, quand même. On va goûter ça tout de suite. Allez. Alors, déballage. Voilà. Bon, déjà, c'est une bonne tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Voyons ça. Est-ce qu'on peut le décoller facilement? Parce que c'est souvent un peu le problème. Oui, tout va bien. Tout va bien. La tranche est souple. Ok, goûtons. Ah, au niveau du visuel et de la texture, ça s'annonce plutôt pas mal. Voyons l'odeur. Ouais, alors là, par contre, j'ai pas du tout un nez de chorizo. C'est vraiment souple, je peux vraiment faire une chiffonnade. Voilà. Honnêtement, bonne texture, bonne mâche, c'est une sensation assez agréable en bouche. La tranche est fine, mais elle se déchire pas, elle reste en place, il faut bien la mastiquer, c'est pas caoutchouteux. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Au niveau du goût, c'est plein de saveurs, c'est légèrement pimenté en fin de bouche, ça a son caractère, mais j'ai pas les traceurs du chorizo. Il suffit pas d'avoir juste un saucisson qui est rouge avec un goût de piment à la fin et un petit goût de poivron. Et il faut autre chose. Alors déjà, par rapport à du chorizo, c'est pas assez gras à mon goût. Et puis, il n'y a pas le caractère typique du pimenton de la Vera. Donc, si vous le recherchez, vous le retrouverez pas. Mais c'est bon. Voilà, je ne peux pas dire que c'est un mauvais produit. Au contraire, je trouve ça assez plaisant. Et je vais me faire d'ailleurs un grand plaisir de le manger en partageant avec Laura, parce que sinon, ça va mal se passer. Je regrette pas l'achat. Après, c'est l'appellation plus chorizo qui me chipote parce que pour moi, on est assez loin de ce que je peux attendre de ce type de charcuterie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est bon, que c'est agréable, c'est bien fait, et que si je fais je mets le nom de côté, je suis plutôt très content de ce nouveau produit Apivore. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un restaurant qui n'est pas du tout nouveau. Alors, pas du tout nouveau. C'est juste que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne à tort, parce que c'est un grand classique pour les amateurs de cuisine asiatique végétale. Aujourd'hui, on parle de Vegeball. Alors, Vegeball, pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent déjà, eh bien, ils ont déménagé il y a quelques années. Avant, ils étaient rue de la Boule Rouge. Et puis, maintenant, ils ont changé. On est à Strasbourg-Saint-Denis. Et
Le restaurant est bien plus grand, plus spacieux. Et la carte, elle, n'a pas trop bougé. Il y a des choses qui ont bougé quand même, mais c'est complètement vegan. Et surtout, on a le choix entre différentes cultures, que ce soit la Thaïlande, le Japon, le Vietnam, la Chine. Il y a différents mets de différents pays qui sont donc végétalisés avec ce principe de viande végétale. Donc ne vous étonnez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, le menu fourmille de noms de viande. Voilà. Ça, c'est un principe que certains connaissent déjà. Vous irez porc, bœuf, poisson, etc. Eh bien non, c'est complètement végétal. Toujours un assemblage de protéines, soit de blé, protéines de soja, un mélange, des trucs un peu sympas. Et j'ai très faim, donc j'ai arrêté de parler. Je vais explorer la carte et commander. Alors, finalement, j'ai décidé de prendre le menu, la formule à 16,90 où on a une entrée, plat, garniture et dessert. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, surtout que dans la sélection, finalement, il y a des plats qui me faisaient déjà bien envie. Donc, on découvrira ça ensemble tout à l'heure. Tout de suite, je commence par un thé glacé maison. Et pourquoi j'ai pris un thé glacé? Simplement parce que c'est un thé au citron confit. Ça m'intrigue, parce que comme c'est fait maison, ça peut être super intéressant. Verdict immédiatement. Ah oui. Ah, c'est bon ça. C'est très frais. On sent bien le côté thé noir et l'agrume qui est vif. Le sucre est bien dosé. Alors là, effectivement, on m'a demandé si je voulais peu sucré, normal ou très sucré. Là, je l'ai pris en version classique, normale, pour pouvoir l'étalonner. Et ça me va, ça me va. Forcément, si vous êtes très sensible au sucre, ça risquerait d'être un tout petit peu trop, mais pour moi, c'est très bien. C'est juste doux comme il faut. Bon, voilà, j'ai ouvert mes papilles et maintenant, j'attends mon entrée. Alors moi, j'ai sélectionné dans le menu la salade thaïlandaise. Forcément, il y a un petit piment rouge à côté, donc je suis attiré par le piment. Voilà, je sais déjà que ce sera pas très très fort, mais j'adore les salades thaï, donc je me fais plaisir. Alors, Laura est partie dans les clichés. Elle a choisi de commander des nems. Bon, mais comme il y en a beaucoup, je vais goûter. Avec la petite salade, la feuille de menthe et puis la sauce qui va bien. Très très bien. Alors la grande originalité, si j'ose dire, c'est que ce nem, alors non seulement il est bien exécuté, il est bien croustillant, pas trop gras, juste ce qu'il faut. Eh bien, c'est pas un nem aux légumes, au sens vous n'aurez pas le champignon noir, carotte, poudre de soja, etc. Les trucs un peu classiques qu'on trouve dans les nems généralement quand c'est légumes. Là, on a l'impression d'avoir un simili à l'intérieur, style un peu viande de porc, qui est bien aromatisé avec le reste, avec des végétaux et tout ce qui va bien. Mais on n'est pas du tout sur la même mâche, ni sur les mêmes arômes que d'habitude. Et c'est très bon. Donc, bon, elle a bien choisi, ok. Moi, j'étais plus sage avec ma salade thaïlandaise, que je vais goûter tout de suite. Alors, petit truc qui est surprenant pour un restaurant asiatique, eh bien, il n'y a pas de baguette sur les tables. Il n'y a pas de couteau non plus, bon, mais il y a des fourchettes. Voilà. Ils savent à quel point beaucoup d'Occidentaux sont handicapés avec des baguettes, ce qui n'est pas mon cas. Alors, je pourrais être vexé. Je suis très très à l'aise avec les baguettes, mais je vais m'adapter. J'ai mangé donc une salade thaïlandaise à la fourchette. Voyons ça. Hop. Donc je vois, j'ai mon petit mélange de légumes finement taillés. C'est très bon. Beaucoup de saveurs. C'est très frais.
On a un assaisonnement qui est un petit peu sucré-salé, mais qui va pas trop vers le sucre, heureusement. Bon, le piment, c'est anecdotique. Non, allez. Je sais pas si c'est mes papilles, mais non, franchement, c'est léger en piment. Mais c'est très très sympa. Alors, au-delà du concombre, poivron, carottes, vermicelle et tout ça, eh bien, je viens de découvrir, alors, au goût, hein, à la mâche, qu'il y a des petits bâtonnets d'un simili carné qui fait un petit peu jambon, légèrement fumé. Et ça donne vraiment du contraste dans la salade. Ouais, j'aime bien. Hein. Et on enchaîne avec le poulet frit et sa petite sauce. La sauce est super bonne. Voilà, là, on a un côté un petit peu légèrement pané du muesli poulet. Il a vraiment une fibre qui se détache sous la dent. Je sais pas ce que c'est. C'est très bon, c'est très tendre, moelleux. J'aime bien, hein. J'aime bien je savais pas quoi m'attendre sur ce plat-là, hein. Mais j'ai goûté sans sauce. On est vraiment sur du simili poulet, avec cette fibre particulière sous la dent. Ça me rappelle des trucs d'une grande époque où dans un restaurant vegan, le premier restaurant vegan de France, techniquement, ils servaient un simili poulet comme ça. Et c'est exactement la même fibre, la même truc. De très bon souvenir, j'avoue. Et voilà, nos plats sont servis. Alors, moi, dans ma formule, j'ai pris le poulet au gingembre, accompagné de nouilles sautées aux légumes. Voilà. Et Laura, donc, qui a fait la maline, hein, qui s'est distinguée, qui a pris donc à la carte, elle a décidé de prendre la marmite de udon en sauce satée. J'avoue que son plat est pas mal. Hein. Ça a l'air très chaud, ça a l'air pas mal. Voyons. Alors déjà, hein, effectivement, on a un simili qui a l'air très tendre. Je pense que c'est le même que ce qu'on a goûté tout à l'heure en version poulet frit. La sauce est super bonne. On sent bien le gingembre. C'est plein d'umami. C'est très profond comme goût. La mâche du simili poulet est vraiment très agréable. Très bon. Voyons ces nouilles sautées. Oula. Très bien. Classique, de bon goût. La nouille reste ferme. Elle est assez tendre. Les légumes sont croquants. C'est le genre de plat sauté un peu gras sur les lèvres, mais pas graisseux, hein. Juste bien assaisonné. Voilà. C'est exactement ce à quoi je m'attendais et je ne suis pas déçu. Bon, comme il se doit, je vais plier le plat de Laura pour savoir ce que ça vaut, parce qu'il me donne envie hein, quand même. Hein. Voyons. Ça a l'air très chaud. Hein. Les nouilles sont fondantes. Elles sont gorgées avec la sauce. Une sauce satée. Certainement une base coco, un truc comme ça, mais c'est pas le coco qui l'emporte, c'est surtout le côté épice du saté. Le petit simili avec, qui fait un petit peu boulette de viande hachée. Très très agréable. Pas trop saturé en goût.
juste dans l'équilibre, c'est très bon, ça a plein de parfums. Ok, ok. Bon, bah, elle a fait un bon choix. Est-ce que cette fois-ci, elle aurait fait un meilleur choix que moi? Je ne pense pas. Mais son choix est très bon quand même. Ok, bon, honnêtement, on n'a plus très faim, mais petit privilège. Nous avons le droit de découvrir en exclusivité mondiale un nouveau plat qui va bientôt figurer à la carte de VG Ball, à savoir des kimbap. Alors, le kimbap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est concrètement un peu comme le sushi japonais, mais version coréenne, et finalement, c'est très différent. C'est pas simplement une algue avec du riz et quelques légumes. C'est pas la même manière, c'est pas le même chose. Et moi, le kimbap, je connais bien. Donc, voyons. Voilà. Mm. Mm. Eh bien, très très bien. Très réussi. Concrètement, alors, le riz n'est pas le même, n'est pas cuisiné de la même manière. On a de la carotte, de l'avocat, du tofu, du concombre, et puis un simili saumon. C'est super bien fait. Mm. Bon, finissons en beauté. Alors, dans mon menu, j'ai pris le dessert, clairement le moins original du monde dans ce restaurant, puisque c'est à la carte depuis toujours. Mais je sais pas pourquoi. J'ai une sorte d'affection pour cette gelée d'amande. Bah, c'est quoi? En gros, du lait d'amande sucré qui est gélifié, à version agar-agar. Donc, c'est une sorte de flan. Et ça fait hyper longtemps que j'arrive pas à manger ça. Regardez ça. Blablabla. Mm. Bah ouais, ça fait plaisir. Mais surtout avec ce repas, c'est bien d'avoir un petit dessert qui est léger comme ça. Je trouve que c'est parfaitement adapté. Ok, conclusion, bah, sans surprise, hein, on s'est vraiment régalé. Tout est excellent, c'est bon, c'est bien fait, c'est bien pensé, les goûts sont équilibrés, les textures sont hyper agréables. Enfin, il n'y a pas de fausse note. C'est fait partie des restaurants vegan pas chers de Paris, donc il y a de quoi se faire plaisir, je trouve. D'ailleurs, on s'est pas privé, on s'est pas privé. Donc voilà, si vous aimez la cuisine asiatique avec un grand A, parce que voilà, il y a différents types de cuisine comme vous l'avez compris, c'est une adresse que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez l'absurde, avec la série dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez être servi. Il s'agit d'une série Netflix qui s'appelle Penta Verate. Alors, c'est une mini-série, 6 épisodes, 30 minutes par épisode, donc autant dire que voilà, hein, c'est court, c'est rapide, ça se regarde en une grosse soirée, les deux, voilà, quand on est gentil. Et c'est une série créée, conçue, multi-interprétée par Mike Myers. Alors pour ceux à qui ce nom n'évoque absolument rien, je pense que si je vous parle de Wayne's World ou de Austin Power, ça devrait peut-être vous dire quelque chose. C'est un acteur qui a toujours cette tendance à multi-interpréter des personnages. Et à l'aide de maquillage, il essaye de donner d'autres couleurs, on va dire, à ses interprétations. Et on est toujours dans cette vague d'humour absurde, parodique, parfois même un peu lourd, hein, faut pas se le cacher, mais personnellement, j'aime bien. Et j'aime bien que ce soit une mini-série parce que plus que 6 épisodes, oui, ce serait extrêmement lourdingue. Mais là, 3 heures, ça passe super bien. Alors, je vous donne le contexte. Il s'agit, en gros, de l'enquête d'un journaliste canadien sur le déclin qui se retrouve à chercher un scoop dans le milieu conspirationniste et qui entend parler d'une société secrète. Et là, il entend parler des Penta Verate, dont il ignore absolument l'existence à la base.
Et voilà, il va essayer d'infiltrer cette société secrète pour découvrir leurs sombres secrets. C'est la trame, c'est la trame. Donc, vous l'aurez compris, ne serait-ce qu'en voyant l'iconographie, c'est un mélange de différentes cultures de sociétés secrètes entre la franc-maçonnerie, les Illuminati, Golden Dawn, enfin, c'est empreint de culture plutôt sur les fraternités. On a des clins d'œil au Vatican, on a des clins d'œil à la série Le Prisonnier, et pas qu'un peu. Les connaisseurs reconnaîtront les différents éléments. Bref, il y a plein de références cachées à plein de choses, et on a passé un très bon moment. Et pourtant, soyons clairs, typiquement, Laura, c'est pas du tout le genre de série qui lui parle, et je vais pas dire que je l'ai forcé à regarder, mais j'ai un peu insisté en disant, tu verras, si le premier épisode te plaît pas, 30 minutes, ça engage pas à grand chose. Elle était très dubitative, hein, et finalement, à la fin du premier épisode, elle me dit, c'est pas mal, on en regarde un deuxième? Bon, ah ok. Et finalement, à partir du moment où elle a accepté que c'était totalement absurde, qu'il n'y avait pas de logique ni dans les styles, ni dans les propos, et que voilà, il y avait plein de trucs qui allaient se passer, peut-être même trop de choses qui allaient se passer, elle a fini par lâcher prise et a apprécié. Donc, n'ayez pas peur. Vous aussi, essayez le premier épisode. Alors, je vous recommande très très chaudement de le regarder en VO sous-titré, bon, un peu comme toujours, vous me direz. Mais là, tout particulièrement, alors si vous êtes bilingue, vous savourerez encore mieux la série parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots qui, dans les sous-titres, sont clairement pas très très bien traduits ou pas traduisibles. Voilà. Après, je ne vous cacherai pas que les jeux de mots sont souvent sur des sous-entendus très graveleux. Bon, moi j'aime bien ce type d'humour, hein, j'ai pas à mentir. Donc ça me fait marrer. Maintenant, si c'est pas le genre de choses que vous appréciez plus que ça, lisez les sous-titres en français, parce que ça, ils vous seront épargnés finalement. C'est très bizarre d'ailleurs comme choix artistique, oserais-je dire. Alors les amis, aujourd'hui, je suis à l'Atelier des Chefs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement qui propose des cours de cuisine et il lance enfin des cours de cuisine vegan. Voilà, il était temps, il était temps. Alors, ce sont des cours de cuisine qui auront lieu en ligne. Voilà, c'est une formation digitale, donc que vous soyez n'importe où en France, vous pourrez, ou même ailleurs qu'en France, hein, vous pourrez bien sûr suivre ces cours si ça vous tente. Ce sont des formations a priori sérieuses. Et aujourd'hui, on a une démonstration live. Hein, on n'est pas en digital, mais ce sera ce genre de recette que vous allez retrouver facilement en ligne. Bon, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore quel est le menu, mais aujourd'hui, on va préparer un repas complet, entrée, plat, dessert.
Bon, bah voilà, après avoir dressé mon assiette, tout est prêt et maintenant on va aller déjeuner tous ensemble dans la partie commune juste à côté. Ça va être super sympa. Bon alors au menu, on a une tarte fine avec une purée de carottes et un gravlax de carottes qui a été fumé sur place, avec un pesto de fans de carottes, et ça a l'air super sympa. Et à côté, on a des galettes de sarrasin avec de la betterave rôtie et une crème de haricots rouges au paprika fumé. Voilà, donc bah, j'attaque, hein, j'ai faim moi. Ok, bon bah voilà, c'est fini, le repas c'est bien achevé avec cette île flottante faite à base d'aquafaba. On s'est régalé. Franchement, c'était très simple au niveau de la conception, du travail. Il y a plein de petites techniques, bien évidemment, à apprendre, mais le résultat est là dans l'assiette. Alors oui, ok, mon dressage n'était pas le plus fancy, parce que je l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'était bon. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, je vous laisse aller sur le site de l'Atelier des Chefs pour aller voir tout ce qui concerne cette formation végétale. Et vous me direz si ça vous intéresse. Ok, si comme moi vous êtes fidèle au compte Instagram Accidentellement Vegan, chose que j'engage vivement à faire si ce n'est pas déjà le cas, il faut suivre ce compte. Vous avez vu passer la semaine dernière l'information comme quoi Lidl reproduisait sa semaine vegan avec pléthore de produits sous sa marque et c'est plutôt chouette. Alors c'est toujours agaçant parce que ça ne dure qu'une semaine et que les produits ont plutôt un très bon rapport qualité-prix et qu'on aimerait bien en avoir toute l'année. Ce serait des bonnes économies avec des produits tout à fait corrects. Or ça y est, au moment où je vous parle, ben, ça y est, c'est déjà fini. C'est vraiment très éphémère. Et ne comptez pas trop sur ces magasins pour garder en stock les invendus. C'est déjà réexpédié. On les a vus faire dans les rayons. Mais bon, qu'importe. Il se trouve que nos pas nous ont donc guidés vers un Lidl pour acheter quelques victuailles. Et au hasard des congélateurs, alors que je cherchais les pizzas, je suis tombé là-dessus. Voilà. Alors, les boulettes panées façon taille. Je ne sais pas du tout si ça, c'est un produit éphémère, si ça fait partie des produits de la semaine vegan ou si c'est juste là toute l'année, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le garantir. Mais dans tous les cas, deux solutions. Soit c'est un produit éphémère et ça reviendra dans la prochaine semaine vegan de chez Lidl. Voilà. Donc il faut bien le goûter à un moment ou à un autre pour pouvoir avoir une opinion, pour que le moment si éphémère, vous sachiez si oui ou non ça en vaut la peine. Donc ça, c'est toujours intéressant de le faire, même si vous ne pouvez pas en acheter maintenant. Ou alors, c'est permanent. Et dans ce cas-là, c'est comme n'importe quel autre produit. Donc dans tous les cas, ça vaut la peine que je vous en parle. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des boulettes qui sont farcies avec des protéines de blé, carottes, champignons noirs, coriandre. Il y a des piments rouges en photo, j'espère que je vais le ressentir, qui va avoir vraiment cet assaisonnement très thaï que je peux attendre. Maintenant, ça se fait réchauffer soit à la poêle, soit au four. Mais le temps indiqué, c'est 16 minutes au four et 15 minutes à la poêle. Je me dis que pour une fois, je vais le faire au four. Ce sera un peu moins gras. Et puis voilà. Hein, donc, voyons à quoi ça ressemble. Donc voilà. Hein. Ça ressemble à une boulette type falafel, meatballs vegan habituel. On est sur un calibre tout à fait ordinaire, donc c'est pas des grosses boules, c'est plutôt des petites. Alors combien il y en a? Ça, on va le savoir bientôt, parce que vous pouvez compter sur moi pour les compter. Voilà, ça sent la panure grasse. Bon, c'est un produit surgelé et ça révèle rarement des odeurs, faut bien reconnaître. Alors, voilà. Alors, on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, c'est ça qu'on veut, un nombre pair. Allez, c'est parti. Je mets ça au four et on se retrouve dans 16 minutes précisément. Et voilà, c'est l'instant de vérité tant attendu. Bon, au niveau de l'odeur, j'ai une odeur de ouette, friture. Alors, c'est pas à outrance, mais c'est plus ce côté panure grasse qui flotte. Elles ont bien tenu la cuisson.
C'est croustillant en surface. Oui, parce que j'ai respecté les 16 minutes, hein, donc... Alors, déjà... hmm, hmm. Les 16 minutes sont peut-être un petit peu justes, parce que c'est tout juste chaud. C'est chaud, mais je ne me brûle pas du tout. Hein. C'est chaud comme si je l'avais laissé pendant 5 minutes sur la table avant de le déguster. Donc c'est à température de consommation. Ce qui m'arrange là maintenant tout de suite. Il faudrait peut-être pousser un petit peu, et la panure pourrait être un tout petit peu plus croustillante. Peut-être que la cuisson à la poêle avec un peu d'huile aiderait aussi, mais bon. Et j'ai fait un choix. Alors, maintenant parlons du goût, parce que c'est ce qui nous intéresse. On a quelque chose d'assez doux. On n'a pas des épices thaï très pimentées, donc le petit piment rouge en photo, on repassera. En revanche, le goût est bon. On a effectivement des notes un petit peu citronnelles, on a des épices, il y a des choses qui se passent. La mâche est plutôt agréable. Je m'attendais à des boulettes un peu de légumes. Et en fait, on a vraiment une boulette avec de la protéine en mâche et du légume. Sympa. Concrètement, ça change de ce qu'on connaît. Alors, est-ce que c'est quelque chose que j'intégrerais dans un repas? Pas forcément. En revanche, dans un esprit un peu apéritif, faire des boulettes au four comme ça, un petit cure-dent, une petite sauce à côté, on trempe, on mange, c'est plutôt convivial. C'est vraiment savoureux. C'est pas aussi gras en bouche que l'odeur pourrait le laisser présager, ce qui est plutôt mieux. Et ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît bien. Donc si vous les voyez, allez-y, vous pouvez tester. Il reste toujours ce sujet de est-ce que c'est encore dispo ou pas, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous les avez déjà goûtés, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est conforme à ce que vous attendez de ce type de produit. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité générale, vous, des produits proposés par Lidl? Moi, je suis convaincu que c'est vraiment plutôt pas mal, alors que franchement, j'avais de gros a priori, soyons honnêtes, et ils ont su les balayer. Donc voilà, je valide ce produit pour ce qu'il est. C'est bon, ça fait le boulot, il y a du goût. Ils auraient pu être un peu plus audacieux, plus punchy, mais qu'importe, ils ont un produit qui est consensuel et qui est agréable à manger, c'est tout ce qu'on leur demande. Eh ben, je tiens à vous remercier chaudement pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de la semaine dernière, mon dernier journal d'un vegan, où je vous présentais donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah oui, il y en a hein, qui sautent des semaines, je vous présentais 10 ingrédients donc alimentaires qui ne sont pas si véganes que ça. Et visiblement, ça vous a plu. Et je me suis dit, bah, on va continuer sur la lancée. Et cette semaine, j'ai très envie de vous parler justement d'autre chose que de ce qui se mange et ce qui se boit, mais qui font partie d'un mode de consommation vegan, et surtout ce qui n'en fait pas partie. Donc vous l'aurez certainement compris, ça va plus s'adresser à des gens qui ne sont pas véganes et qui aimeraient le devenir, et aussi à des gens qui ne sont pas véganes et qui voudraient mieux comprendre quelles sont les implications, parce que c'est vrai que ça peut être un peu agaçant de constater que le mot vegan est très galvaudé au sens où il est réduit à un mode d'alimentation. On parle souvent de qu'est-ce qu'un vegan va manger, mais très rarement de qu'est-ce qu'il va éviter dans d'autres circonstances, dans tous les moments de sa vie. Et pourtant, Dieu sait que la liste, elle est là, et qu'il y a un impact très concret. Quand on est vegan, eh bien, l'exploitation animale, la souffrance, la mise à mort d'animaux, on tend à l'éviter au maximum, à l'exclure de notre vie autant que possible, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste de ces choses qui, pour les véganes qui me regardent, sont parfaitement évidentes, je pense, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez, je ne sais pas. Et pour ceux qui ne le sont pas, ça va peut-être être une découverte et vous rendre compte que c'est une vraie philosophie de vie globale qui implique des choix de consommation très clairs et que bah, c'est pas forcément toujours simple, mais qu'il y a toujours des solutions.
Et je vais commencer cette liste par la première problématique qui s'est posée à moi en tant que jeune vegan, à savoir que l'alimentation, pour moi, était parfaitement claire dans ses nouvelles règles. Cela dit, c'était pas bien compliqué, en étant végétarien, de devenir végétalien. Mais végétalien ne veut pas dire vegan. Et la première problématique, ça a été les chaussures. Et oui, parce que quand on voit à l'époque, remonter 16 ans en arrière, ce qui était disponible sur le marché et l'image qu'on pouvait avoir du synthétique, forcément, moi je me disais, j'ai aucune envie de devoir porter des bottes en caoutchouc ou des tongs ou des espadrilles, sachant que moi, ma chaussure de prédilection à l'époque, c'était les Doc Martens et rien d'autre. Donc, je me disais, ça va pas être possible, hein. Donc, j'ai beaucoup hésité à m'engager dans cette voie sur ce petit point. Et à l'époque, Laura avait découvert le site qui existe toujours, Vegetarian Shoes, qui était un des tout premiers sites de vente en ligne de chaussures fabriquées en Angleterre. Et il y avait un style un peu Doc Martens, et j'avais essayé. Et du coup, oui, j'avais pu faire une transition sur la chaussure, sans douleur, sans sacrifier dans le style. Et ça m'a rassuré. Mais voilà, il fallait absolument acheter en ligne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Bah, on n'est pas totalement sorti du problème, parce que la majorité des marques un peu alternatives, bah, elles sont disponibles en ligne et très rarement en magasin. Heureusement, depuis, beaucoup de marques, même des grandes marques, ont pris d'autres engagements, ont suivi d'autres voies et proposent bien souvent des chaussures véganes. Et c'est le cas de Doc Martens, dont je vous ai déjà largement parlé. Donc j'ai eu le plaisir, le bonheur de retrouver le confort de mes chaussures favorites, mais sans cuir et sans colle de poisson. Parce que, oui, on pense tout de suite au cuir, parce que c'est ce qui fait la majorité des chaussures, hein. C'est du cuir. Et le remplacer par des simili, bon, bah, ça s'est toujours fait avec plus ou moins de bonheur, hein. On se souvient des vieilles chaussures en synthétique dans lesquelles on transpirait et on avait plutôt des mycoses, hein. Oui, je sais, c'est pas glamour, mais c'était un peu une réalité. Et quelque part, le cuir, c'était la seule garantie d'avoir quelque chose de qualité, où le pied respire, etc., etc. Les matériaux techniques, les cuirs synthétiques ont évolué et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence. On a même beaucoup plus de confort, je trouve, dans des cuirs synthétiques que dans du cuir animal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais vous avez quand même beaucoup de marques qui proposent des chaussures, certes en cuir synthétique, mais dont vous ignorez l'origine des cols. Et oui, il n'y a pas que le cuir. Dans une chaussure, il y a différents éléments, dont la semelle. Donc ça, c'est facile de voir si c'est une semelle en cuir ou pas. Et les cols. Et les cols, ça, c'est très souvent des cols issus du poisson. Donc, vous pouvez acheter des chaussures, effectivement, sans cuir, mais qui ne soient pas techniquement véganes. Et malheureusement, beaucoup de marques, même quand on les contacte, ne sont même pas à même de vous donner la composition exacte de l'origine des cols, parce qu'ils ont souvent différents centres de production à travers le monde, et selon les usines, ils n'utilisent pas les mêmes cols. Voilà, donc ça peut être un peu compliqué. Donc forcément, moi je vous recommande d'aller vers des marques qui sont les plus claires possibles, mais comme toujours, ne vous fustigez pas. Alors on va remonter sur le corps. Après les chaussures, eh bien, on va parler des vêtements de manière globale. Alors là, c'est assez simple. Bon, déjà, le point commun avec les chaussures, c'est le cuir. Donc les vêtements en cuir, forcément, ce n'est pas vegan, ça, je ne vous apprends rien. Pas plus que la fourrure. Bon, là, je pense que j'enfonce une porte ouverte. Ça, c'est évident. Là où c'est assez évident de se dire que des matières animales aussi brutes sont visibles, elles peuvent être plus pernicieuses, sachant que la laine, on peut l'identifier quand c'est du pur laine, de l'angora, du mérinos. Il y a différentes appellations parce qu'il y a différents types de laine.
Là où c'est plus pernicieux, comme je le disais, c'est quand vous avez des vêtements qui ont un très faible pourcentage de laine, et c'est en gros le dernier ingrédient dans la composition textile. Vous pouvez très bien vous retrouver avec des vêtements qui sont majoritairement synthétiques ou avec des fibres naturelles végétales, et il y a ce 5% de laine. Eh oui, eh oui. Donc il faut toujours se méfier. Là, on est dans le même style que dans l'alimentation. Là, vous allez devoir avoir la discipline de toujours lire les compositions des produits alimentaires que vous achetez. Eh bien, dans le vêtement, il est important aussi de lire toujours les étiquettes pour voir de quoi sont faites toutes les pièces composant le vêtement. Parce que une doublure peut être synthétique, mais parfois ça peut être des matériaux dits plus nobles, comme la soie. Et la soie, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, la soie c'est issu d'une exploitation animale assez cruelle, puisque les vers à soie qui produisent cette soie, leurs cocons sont ébouillantés, vivants, pour ne pas endommager la fibre. Et on récupère comme ça toute la soie sans égard envers les larves. Alors vous me direz, oui, c'est que des larves. Mais non, c'est pas que des larves. Ce sont des vers à soie qui n'ont rien demandé. Donc, ouais, non, la soie, c'est pas du tout éthique. Alors comme ça, on pourrait se dire, on a fait le tour pour les vêtements. Une fois qu'on a isolé le cuir, la fourrure, la laine et la soie, c'est bon, on est tranquille. Et pas forcément. Il y a des pièges. Il y a des pièges qui sont un peu fourbes. Typiquement, on va parler des boutons. Les boutons peuvent être faits en corne ou en nacre. Et la nacre, pour ceux qui l'ignoraient, eh bien, ce sont des coquillages. Donc on est sur une matière animale. Et n'allez pas croire que c'est que du coquillage de récupération. Non, pas du tout, parce qu'on cherche à avoir de très belles nacres. Hein, c'est pas innocent. Donc il faut faire attention aussi aux boutons. Et ça, c'est moins évident, c'est moins instinctif qu'une fibre. Bon, bien sûr, les solutions, parce que je vous expose les problèmes, mais il y a des solutions, eh bien, ce soit les fibres synthétiques, et ça, on en a plein, soit les fibres naturelles végétales, type le coton pour le plus connu, le chanvre, le lin, le bambou, qui sont des fibres très très intéressantes, qui nous font des vêtements confortables, chauds. On a bien sûr aussi la récupération sur les vêtements type polaire, qui sont faits avec des plastiques recyclés. Alors, attention, c'est pas la panacée non plus, mais au moins, c'est techniquement vegan. Mais c'est une fausse bonne idée. Il y en a d'autres qui vous diront beaucoup de choses autour de la fibre polaire, mais c'est pas écologiquement si pertinent. C'est un autre débat. De toute façon, l'idée n'est pas de voir qu'est-ce qui est vraiment écologique, ni vraiment éthique au sens très large du terme, mais plutôt qu'est-ce qui est vegan-friendly ou non. C'est bien d'essayer de conjuguer toutes les causes, mais à un moment, c'est pas forcément possible, et c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus. Et ça, il faudra faire avec notre réalité. Et je vais juste revenir sur un dernier tout petit point important malgré tout. La fourrure synthétique. Alors, la fourrure synthétique, eh bien, sachez que il est assez courant que de la fourrure naturelle se mêle à la fourrure synthétique. Donc ça dépend bien sûr des marques qui sont totalement engagées anti-fourrure. Heureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Mais il est assez courant de voir des mélanges. Souvent quand vous avez des simples capuches, regardez bien ce que c'est. Si vous commencez à voir qu'il y a deux fibres différentes, il y a peut-être un souci. C'est difficile à discerner comme ça, hein, mais ouais, dans tous les cas, évitez les trucs en fourrure, même synthétique. Personnellement, je trouve pas ça très très utile. Et tout à coup, là, quand je vous parle, je pense à un autre ingrédient naturel dans le monde du vêtement, le duvet. Et oui, la plume d'oie de canard, enfin le duvet, parce que la plume c'est un peu dur, ce n'est pas que dans potentiellement les couettes et les oreillers. Ça c'est un autre sujet que je ne vais pas réaborder, mais vous l'aurez compris.
Dans la literie, il y a des choses à voir, mais bon, c'est un autre problème. Restons sur l'idée de se tenir chaud, le duvet. Alors le duvet, oui, c'est très efficace, c'est indéniable. En revanche, il y a des alternatives qui sont développées, soit synthétiques, soit à base de certains végétaux. Par exemple, au Canada, où le vêtement chaud est primordial pour endurer les hivers extrêmement rudes, eh bien, il y a de plus en plus de marques éthiques qui n'utilisent pas de duvet ni fourrure et qui techniquement réussissent à tenir des températures négatives extrêmes, simplement par leur technicité, le côté respirant et surtout ces fibres un peu pelucheuses qui sont tirées d'une plante. Alors je l'ai plus en tête, mais il n'y a pas que du synthétique. Il y a des choses où c'est vraiment une plante qui est un peu dufteuse et qui garde super bien la chaleur. Donc c'est super rassurant de se dire que voilà, les excuses, elles fondent comme neige au soleil. Non, il n'y a pas de jeu de mots, cherchez pas, c'est juste une image que j'ai en tête. Et sous les vêtements, il y a notre peau. Et quand on parle de notre peau, eh bien on va parler d'hygiène et de cosmétiques. Alors là, je vais balayer le sujet assez rapidement parce que je vous renvoie immédiatement à la vidéo faite la semaine dernière, mais je vous mettrai le lien bien sûr, sur la chaîne de Marie Sweet & Sour, où elle parle justement de tout ce qui est cosmétique, donc à la fois de sa routine à elle, mais aussi de tout ce que ça veut dire que d'avoir des cosmétiques véganes et sans cruauté, sans test sur les animaux. Parce que c'est là le problème, c'est que vous avez deux facteurs. Un, la composition des produits que vous allez utiliser. On parle de savon, de shampoing, de dentifrice, de déodorant, de mousse à raser, de tout ce que vous mettez sur votre corps. Et bien sûr, le maquillage, hein, ce qui est très connu pour ses enjeux assez cruels. Et justement, la cruauté, c'est-à-dire les tests sur les animaux, dont on pense s'être débarrassé, ce qui n'est pas complètement faux à un certain niveau, mais pas forcément pour tout. D'où l'utilité encore de se fier à des labellisations. Parmi les choses que vous allez retrouver dans les ingrédients d'origine animale, vous avez des dérivés de produits laitiers, tout simplement. Vous avez aussi des graisses animales sous différentes formes, que ce soit sous forme dérivée de gélatine, style la glycérine, mais aussi des huiles d'origine purement animale, des enrichissements en vitamines d'origine animale, des collagènes d'origine animale, la kératine d'origine animale, bref, il y en a partout. Donc la labellisation, elle a vraiment un vrai rôle à jouer, que ce soit sur la composition et sur l'engagement éthique, parce que, à moins que vous soyez assez au courant des noms scientifiques de chaque ingrédient utilisé dans la cosmétique, c'est assez difficile de comprendre. Il y a de plus en plus de marques qui, au-delà de mettre des codes un petit peu comme nos additifs alimentaires, utilisent maintenant les noms en latin. Et là, voilà, ça devient compliqué pour beaucoup de gens. Fort heureusement pour nous, les solutions, elles sont très nombreuses et assez facilement disponibles. On trouve des produits de qualité qui sont éthiques et qui peuvent nous servir au quotidien en tous les aspects. Ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Ça mérite forcément de se renseigner, ne serait-ce que sur les marques auxquelles vous êtes habitués pour voir si, oui, ils sont complètement cruelty-free. Est-ce que les compositions, les formulations sont véganes? Et voilà, c'est possible, et c'est peut-être pas labellisé, mais ça nécessite de se renseigner. Ensuite, pour tout ce qui pourrait vous faire de l'œil, il n'y a plus qu'à se renseigner, regarder s'il y a un label présent ou pas, et puis espérer. Mais on a plutôt, de manière générale, chez les marques, même chez les très grandes marques, un engagement vers un mieux. On est loin de la perfection, hein, mais il y a un mieux. Avant, à part Lush et The Body Shop, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça va. On commence à trouver de plus en plus de produits et je ne connais pas, du moins dans mon usage, de produits qui n'y a pas son équivalent en version éthique. Donc, tout va bien. Dans le même esprit, au-delà de le corps, il y a la maison.
Et la maison, ça nécessite de l'entretien. Et qui dit produit d'entretien, eh bien, on se retrouve sur la même problématique. Les ingrédients d'origine animale, est-ce que ce sont des produits testés? Est-ce que... Voilà, les mêmes questions se posent pour faire sa vaisselle, nettoyer sa salle de bain et nettoyer le sol. Des trucs aussi bêtes que ça, est-ce que c'est testé sur les animaux? Eh bien, théoriquement, non plus, mais dans la réalité, il y a toujours des choses. Donc la labellisation reste quand même notre meilleur ami, comme toujours. Après, les ingrédients d'origine animale sont un peu plus rares. Bon, typiquement, la glycérine, on la trouve assez couramment dans les produits, mais pas dans tout. La cire d'abeille, c'est quelque chose que vous allez retrouver pour justement les cires pour entretenir le parquet. Il y en a 100 bien sûr, mais voilà, faut s'en souvenir que c'est pas juste cire de synthèse par défaut, c'est souvent de la véritable cire d'abeille dedans. Souvent l'odeur ne trompe pas d'ailleurs. Ensuite, vous avez parfois des choses assez étranges, comme du suif, donc des graisses animales, dans différents produits, même certifiés bio. Je vous garantis, ça vaut le coup comme de lire. Vous pourriez avoir des surprises. Donc rassurez-vous, lisez les compositions. Je vous engage personnellement à aller vers des compositions les plus naturelles possibles, parce que c'est celles qui sont généralement les plus éco-responsables. Mais vous ferez comme vous pouvez, parce que malheureusement, moi je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a certains produits que l'on peut trouver effectivement avec des labels écologiques qui sont pertinents, et puis d'autres, il n'y a pas forcément les équivalents. Je vais vous donner un exemple tout bête, les mousses d'Étar 30 pour les salles de bain. Je connais pas ça, en version éthique, je connais pas. Et je suppose qu'il y a d'autres produits d'entretien qui sont difficiles à trouver, ou trouver une alternative. Le déboucheur de canalisation, par exemple. Ça, je ne sais pas. Moi, à chaque fois, j'en achète parce que ça m'arrive. Je pense que je trouve. Bon, je vais enchaîner sur un sujet extrêmement important. On va parler des médicaments. Le premier principe, c'est que tout bon vegan est un vegan en bonne santé. Donc, qui se soigne. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, le médicament nécessite toujours, sans aucune exception, d'être testé sur les animaux. C'est comme ça. Est-ce que pour des raisons éthiques, vous devriez arrêter de vous soigner ou refuser de vous soigner? La réponse pour moi est totalement évidente, non. Votre santé prime. Et malheureusement, dans le médicament, au-delà des tests sur les animaux, vous aurez souvent aussi des excipients ou des agents d'enrobage d'origine animale, voire des colorants. Le fameux carmin que vous allez retrouver soit sous l'appellation cochenille E120 dans l'alimentation, ou dans les cosmétiques, dans les rouges à lèvres, dans certains fards, etc. On la retrouve aussi dans les médicaments. Quand vous avez un médicament de couleur rouge, vous pouvez avoir un doute sur le fait que, oui, il y a bien du puceron écrasé dedans. Et ça ne sert à rien. Mais si c'est le seul médicament dont vous avez besoin pour vous soigner, à un moment, il va falloir passer outre. Pareil pour le lactose, qui est un excipient qu'on retrouve dans, malheureusement, beaucoup trop de médicaments, alors qu'il y a des alternatives. La gélatine pour les gélules, ça c'est un autre souci, ou les gommes shellac pour enrober aussi une sorte de dragification. Bref, il y a beaucoup d'ingrédients d'origine animale dans les médicaments, et on peut aller sur des choses beaucoup plus graves, sur les insulines pour les gens diabétiques. Mais soignez-vous, soignez-vous, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc je voulais juste vous faire prendre conscience que on ne peut jamais être 100% vegan dans ce mythe de la pureté. Parce qu'à un moment ou un autre, vous aurez besoin de vous soigner, même pour un truc bénin, et il n'y aura pas 3000 alternatives. Alors bien sûr, il y a une alternative qui n'est pas garantie, mais c'est prendre soin de sa santé. Et pour ce faire,
eh bien, la supplémentation en vitamine B12 est absolument essentielle à tout bon vegan qui se respecte. Mais parfois, selon nos modes de vie, là où on habite, nos rythmes, eh bien, on a aussi besoin de se supplémenter en vitamines. Mais comme tout le monde, ça, c'est pas un problème lié au vegan, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Non, des carences en vitamines ou en certains minéraux, quasiment toute la population mondiale en a à un moment ou un autre. D'ailleurs, si les supermarchés sont pleins de multivitamines en tout genre, c'est pas pour le marché vegan, c'est pour tout le monde. Il faut bien garder ça en tête. Bon, si je vous parle de ça, c'est que là, on est exactement sur le même problème que les médicaments. Ce ne sont pas des médicaments, certes, mais les principes, on va dire, de fabrication sont les mêmes. Vous allez avoir le même souci sur les excipients et les agents d'enrobage ou les capsules. Donc, que ce soit des capsules en gélatine, soit animale, marine, je le redis, ça veut dire que ce sont des capsules non pas en algues, mais en gélatine de poisson. Par contre, la cellulose, pas de problème. Donc, ou bien sûr, vous aurez parfois, de manière très claire, l'appellation gélatine végétale. Donc là, vous pouvez y aller. Mais sinon, c'est clair que dans les vitamines, vous allez avoir un choix vegan beaucoup plus grand sur les sites spécialisés, sur Internet et même dans certaines boutiques. Vous allez trouver plein de choses. C'est pas un problème, contrairement aux médicaments. Donc là, il faut faire plus attention. Vous savez qu'il y a même des vitamines B12 qui ne sont pas véganes dans leur composition. Oui, ça peut être surprenant, mais il faut faire attention aussi à ça. Bon. Là, j'enchaîne sur un sujet qui va faire polémique chez certains, mais il faut bien l'aborder puisqu'on parle de santé et de véganisme. On va parler de tabac. Le tabagisme, c'est pas bon pour la santé, mais je vais pas vous faire un cours de morale. C'est un produit qui, basiquement, n'est pas vegan. Voilà. Faut savoir que l'industrie du tabac fait des tests sur les animaux pour prouver la non-nocivité. Ça c'est fait, ça se fait toujours, mais il n'y a pas que ça. Dans la composition même de la cigarette, il faut savoir qu'il n'y a quasiment aucune marque qui utilise du tabac brut. Ils utilisent ce qu'on appelle la sauce. Et la sauce, c'est ce qui va donner le goût à certaines marques, un goût spécifique, signature. Et dans cette sauce, il y a différentes choses. Alors oui, il y a plein de trucs toxiques rajoutés et qui aident à rendre encore plus accro à la cigarette. Ça, c'est prouvé. Mais là n'est pas le débat, finalement. On est bien là pour vous parler de présence de produits d'origine animale. Eh bien, sachez qu'il y en a. Dans la sauce, vous trouverez potentiellement du lactose, du miel et de la gélatine animale dans les cols ou dans les compositions de filtres. Et oui. Donc, bien sûr, je vois déjà certains qui me disent « Oui, mais moi, je fume des marques qui sont éthiques et qui ne sont pas testées sur les animaux. » Certes, on va dire que c'est un moindre mal pour la condition animale, mais il faut savoir aussi que la culture du tabac est une culture assez envahissante et qu'elle ruine l'habitat naturel de différentes espèces animales et ruine leur biotope. Donc aujourd'hui, c'est très problématique de se dire que une chose aussi inutile que fumer a autant de conséquences. Au-delà de ça, on parlera bien sûr du non-recyclage, du recyclage extrêmement lent des filtres de cigarettes. Ça, c'est une autre histoire, on est plus sur quelque chose d'écologique, et je ne vais pas partir dans cette voie-là. Mais voilà, sachez que, de base, à moins de faire pousser vos plants de tabac vous-même, les faire sécher et de vous rouler vos propres cigarettes, il y a peu de chances que vous ayez quelque chose de 100% éthique. Et d'ailleurs, sachez qu'en France, c'est illégal de faire pousser son tabac, il y a toujours un monopole. Passons à un point un peu plus léger, les loisirs. Eh oui, ben non, en fait, c'est pas si léger, parce que les loisirs, il y en a plein qui sont complètement véganes. Et il y en a d'autres qui le sont moins, et pas forcément de manière les plus explicites. Voilà, forcément, si je vous dis que les loisirs, style la chasse, la pêche, l'équitation,
La corrida, c'est pas vegan, ça vous l'aurez compris. Ça, je pense que c'est clair. La collection de papillons, c'est pas vegan, ça vous comprenez aussi. Bref, hein, la taxidermie n'est pas un loisir très vegan. Non, 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 c'est sûr. Ça, c'est évident. Là où vous aurez peut-être des choses un peu plus interpellantes, c'est quand vous allez pratiquer certains sports ne sont pas vegan friendly de base, parce que les équipements sont quasiment toujours en cuir ou avec des choses de matière animale. Alors, il y a des alternatives. Bon, typiquement, à l'origine, tous les gants de boxe étaient en cuir. Quasiment toutes les balles, que ce soit les ballons de rugby, les ballons de football, étaient en cuir. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, mais pas toujours. Donc, ça nécessite de se renseigner, d'avoir un équipement adapté à votre éthique. C'est pas si simple. Là où il y a moins de risques, je trouve, c'est dans les vêtements. Alors, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, je ne les connais pas toutes, mais avant, moi, j'imaginais que, à part les tennis en toile, quasiment toutes les baskets, toutes les sneakers étaient forcément en cuir. Or, on revient un petit peu à mon premier sujet sur les chaussures. Non, c'est pas le cas. En ayant cherché un peu, je me suis rendu compte que la majorité des chaussures techniques sont vegan friendly. Voilà. Du moins sur les matériaux visibles. Hein. L'histoire des cols, c'est très difficile à savoir. Mais typiquement, Adidas n'utilise a priori aucune colle de poisson, pas de colle animale, et a commencé à migrer toutes ses collections vers du 100% synthétique à partir de matériaux plastiques recyclés, etc. Bon, en quelle mesure c'est du greenwashing, ça c'est une autre histoire, mais en attendant, voilà, vous avez des chaussures de bonne qualité, de bonne facture, avec un bon style, qui font le boulot et qui peuvent rentrer quand même dans une éthique. Donc c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, par rapport aux loisirs, on va parler de la musique. Eh ben, il y a beaucoup d'instruments de musique qui utilisent différents morceaux d'animaux, comme la peau, ou les cordes de violon. Je ne vais pas vous donner des détails. Voilà. Mais bon, bref, il y a des choses qui sont pas très clean. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la musique qui sont même pas au courant forcément que c'est vraiment animal comme matière. Et faut s'en méfier. Alors, il y a des alternatives qui existent. Certains vous diront que ce sont des alternatives de moins bonne qualité ou qui vont sonner différemment, donc c'est moins bien. Mais peut-être mieux vaut sacrifier un tout petit peu de qualité pour avoir une meilleure éthique. C'est un autre débat. Mais il faut en avoir conscience. Hein. Jouer du tambourin n'est pas forcément innocent. Et alors, si votre loisir, c'est les paris sportifs, ai-je besoin de vous dire que les courses de chevaux, les courses de lévriers, les combats de coqs, c'est pas vegan? Non, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense. Et enfin, je vais finir cette liste absolument non exhaustive avec différents objets. Alors, dans les commentaires, sous ma dernière vidéo, il y a une personne qui rappelait que, par exemple, Bic, la société qui fait ces fameux stylos Bic, teste ses encres, ses stylos, sur des animaux. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Moi, j'étais au courant il y a quelques années. Bon, ça tombe bien, je n'utilise pas de stylo, donc voilà, je ne me sens pas concerné. Mais voilà, c'est compliqué d'imaginer ce genre de choses. Il y a quelques années aussi, il y avait la société Lipton qui faisait des tests de ces sachets de thé sur des animaux. Ce n'est plus le cas, mais ça existait. Voilà. Donc il y a des trucs qui existent dont vous n'aurez peut-être jamais connaissance jusqu'au moment où ça va fuiter. Bon, après, voilà, ne vous flagellez pas non plus en disant « Ah, si j'avais su ». Bon, voilà, tant qu'on ne sait pas, il n'y a pas de mal, on va dire. Dans les objets, il y a un truc tout bête, c'est le monde de la brosse. Alors que ce soit une brosse pour les chaussures, une brosse à cheveux, un blaireau pour la mousse à raser, ce genre de choses, eh bien, il faut savoir que la majorité des brosses sont faites
soit en crin de cheval, soit en soie de porc. Les pinceaux aussi. Alors les pinceaux, là on revient sur l'histoire des loisirs, quand on fait de la peinture artistique ou du bricolage, qu'on va repeindre ses murs, eh bien les pinceaux peuvent être en soie naturelle. Quand c'est marqué soie naturelle, c'est souvent de la soie de porc, c'est pas du soie de verre à soie. Et la soie de porc, c'est des poils. Bon, je vais pas me noyer dans les appellations, il faut juste se méfier. Heureusement, il y a les alternatives synthétiques qui existent. Pour les blaireaux à barbe, ils portent bien leur nom, puisqu'à la base, ce sont bien des touffes de poils de blaireau, le petit animal. Là encore, il y a des alternatives qui existent. Et généralement, sur ce point, parce que je le connais, l'appellation blaireau ne sera pas utilisée, mais on appellera ça brosse à barbe. Ce qui pourrait être confondu avec les brosses à barbe, qu'on utilise pour brosser sa barbe, que je n'ai plus. Mais c'est voilà, c'est souvent des poils d'origine animale, et on a soit de la fibre synthétique qui existe, soit des fibres naturelles, style de la fibre de cactus, de la fibre de bambou, il y a différentes choses qui existent. Donc heureusement, c'est là. Mais c'est pas si évident, en fait, de s'en rendre compte tout de suite qu'il y a un petit problème sur cet objet du quotidien. D'ailleurs, mon esprit rebondit, je pense à brosse à chaussures, faire cirer ses chaussures, cire. Alors ça, pas forcément. Dans les cirages, il y a rarement de la cire d'abeille, mais par contre, il peut y avoir des graisses animales, il peut y avoir des dérivés, effectivement, de produits de la ruche, même si c'est pas forcément de la cire. Il y a différents trucs. La graisse de phoque, qui n'est pas du tout de la graisse de phoque. Ça, c'est synthétique, heureusement. Mais le nom, lui, par contre, est à l'opposé de ce qu'on pourrait croire. Et anciennement, oui, c'était vraiment de la graisse de phoque qu'on utilisait pour graisser les chaussures. Bah, bref, je vais arrêter la liste de tout ce que vous pourriez trouver comme petit objet pas vegan, mais il y en a tellement, et parfois, bah, on se fait avoir. Alors le tout, c'est d'essayer de glaner des informations, comme toujours. C'est notre meilleure arme, c'est la connaissance, c'est se renseigner et faire de son mieux. Et voilà les amis, j'arrête là, hein, sinon ce serait encore trop long. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Et je vous invite, je mettrai un commentaire épinglé, je vous invite à y répondre si vous avez vraiment des connaissances d'un objet ou d'une pratique, un truc qui est vraiment pas vegan et qui est pas si connu que ça. Enrichissons cette base de connaissances communes. Voilà, j'invite vraiment à le faire, c'est important. Je voudrais quand même mettre un petit message à tous ceux qui regardent le véganisme de loin en disant « Ah, j'aimerais bien y aller » et qui entendent tout ça et qui disent oh, « C'est tellement compliqué ». Et vous avez raison au premier abord, mais je peux vous garantir une chose, c'est que non. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est juste le cumul d'informations qui fait que ça a l'air insurmontable. Mais la réalité, c'est que ça se passe très très bien et que ça avance très très vite. Donc ne vous effrayez pas par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, tout ce que vous pouvez lire ailleurs, tout ce que vous pouvez entendre. Oui, le véganisme est compliqué dans sa théorie, mais dans sa mise en pratique, c'est tellement plus simple qu'il n'y paraît. Ça demande juste une chose, de la connaissance. Je reviens toujours à cette histoire. Renseignez-vous à fond, et vous ne vous ferez pas avoir. Et si vous vous faites avoir, c'est pas votre faute. Alors cette fois, j'ai envie de faire une petite recette assez simple parce que j'ai encore en stock des filets de simili poisson panés. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un burger au poisson style filet aux fiches, pour ne nommer que le plus connu, mais bon, forcément à ma manière. Et, ça peut être sympa. C'est pas le genre de sandwich qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Mais j'avoue que il avait un truc. Donc aujourd'hui, j'ai allé dans ma propre version, que je vais improviser avec ce que j'ai sous la main, donner un truc un peu plus sympa. Mais on va partir sur cette base, non pas faire du steak, mais du poisson pané, en végétal bien sûr.
Bon alors, il n'est pas appétissant mon petit filet au fiche maison? Moi je dis oui, moi je dis oui. Bon, allez, vérifions ça sans plus attendre. Ah ouais, sympa. Mmh. On est clairement dans les codes. Il y a tout. Voilà, bien sûr, tout part de la qualité du simili poisson pané. Si vous avez quelque chose qui n'a pas beaucoup de caractère, compensez avec la sauce. Si vous avez quelque chose qui est déjà très parfumé, restez à l'équilibre. Voilà, il faut bien connaître son produit pour bien le travailler. Par contre, ce petit filet d'huile de noisette sur la salade avec le jus de citron, ça fait juste la petite vinaigrette très light qui donne beaucoup de parfum à la mesclun. La petite sauce, je l'ai fait avec du persil, parce que je n'avais plus d'estragon. Et je regrette pas, parce que finalement l'estragon aurait peut-être été trop fort dans le mélange, et le persil donne un côté un peu plus terreux, au sens positif, hein. Ce sont des goûts comme ça qui sont ouais, moins dans le végétal évaporé. Enfin, je sais pas comment expliquer ce genre de note, mais vous connaissez le persil, ça a un goût particulier, et je trouve que ça se marie bien dans l'ensemble. L'estragon, ça aurait pas été une mauvaise idée, mais ça aurait pris le dessus, je pense. Voilà, la petite tranche de fromage végétal, hein, le petit cheddar, ça donne toujours un peu de gourmandise, c'est toujours bienvenu. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a un burger fish très simple, efficace, qui a son petit twist, sa personnalité, et qui fait du bien par où ça passe. Voilà, c'est fini, j'arrête de parler pour cette semaine. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié. Et ça, pour le faire savoir, ça se passe dans la section commentaires, comme toujours. Merci à tous les nouveaux qui me soutiennent sur Tipeee. Oui, c'est toujours très, très appréciable. Et il y a aussi l'option merci hein, dans YouTube, si ça vous dit. À votre bon cœur, messieurs, dames. Sinon, les manières les plus efficaces, vous les connaissez. Toujours très important. Et aussi le partage. Le partage, c'est ce qui fait que vous pouvez prêcher la bonne parole autour de vous et peut-être m'aider au niveau de cette chaîne à la faire croître davantage pour plus de visibilité, plus de poids pour que le véganisme rayonne sous un autre angle. Mais vous le savez, c'est ma passion, ma vie, mon sacerdoce. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal d'un vegan. Tchuss!